Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la mémoire de l'eau. Alors, pourquoi parler de la mémoire de l'eau? Eh bien, c'est un sujet qui touche à la fois le monde de l'énergétique et le monde de la science. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que si tu as vu ma vidéo sur l'énergie et ce que j'en pense sincèrement, on n'a pas la même vision des choses entre les scientifiques et les énergéticiens dont je fais partie. Avec la mémoire de l'eau, on s'aventure sur un terrain polémique. Alors, je ne veux pas faire une vidéo polémique, ce n'est pas du tout mon idée, mais mon idée, c'est de parler de cette limite vraiment trouble entre la science et l'énergétique. Si tu te renseignes un petit peu, tu vas voir qu'il y a de multiples vidéos sur YouTube sur, d'une part, les critiques scientifiques de la théorie de la mémoire de l'eau, dont je vais te parler très rapidement, et puis un côté que, en fait, c'est du bluff, c'est du charlatanisme, tous les termes qu'on peut imaginer, c'est bidon, voilà, et puis du côté énergétique, où au contraire, on va dire que la mémoire de l'eau supporte l'idée que tout est énergie, et qu'en particulier, l'homéopathie, ça fonctionne du fait de la mémoire qui est contenue dans une version soluble des molécules. Donc c'est un sujet extrêmement controversé et je vais en faire un petit peu la synthèse parce que finalement ce que j'ai vu sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos du côté scientifique qui souvent se moquent de cette théorie et puis qui retracent aussi un peu cette histoire que je vais faire rapidement et puis de l'autre côté, côté énergéticien ou même un peu des gens qui sont un peu limite avec la science, c'est-à-dire qui sont un peu scientifiques aussi, en tout cas qui font des études, qui font des recherches, qui disent qu'en gros, la mémoire de l'eau reste approuvée peut-être, mais a quand même un potentiel de preuve assez important. Ce n'est pas une vidéo pour affirmer ou réfuter, c'est plus pour explorer comment la science et l'énergétique se rencontrent, se croisent, parfois doucement, mais parfois avec un vrai choc. Et la mémoire de l'eau, c'est vraiment un choc. Alors c'est quoi la mémoire de l'eau? Avant de te parler des scientifiques et des chercheurs. La mémoire de l'eau, on considère qu'à partir du moment où les molécules d'eau se sont mises en contact avec un environnement, avec une expérimentation, avec des substances, avec des intentions, eh bien, il reste une information, il reste une trace, il reste une mémoire. Et cette empreinte, cette mémoire resterait par la suite, même après que les substances ne soient plus présentes. Alors, on est obligé de parler de Jacques Benveniste, puisque c'est lui, ce chercheur, ce scientifique, qui a défini, qui a découvert en tout cas, et qui a défini le terme mémoire de l'eau. On est dans les années 80, et là, il découvre, par ses recherches, en tout cas c'est ce qu'il pense, que les anticorps, parce qu'il travaillait sur tout ce qui était anticorps par rapport aux allergies, que les anticorps très dilués pouvaient encore avoir un effet biologique, ce qui suggérait quelque chose absolument radical à l'époque, c'est-à-dire que l'eau garde une mémoire malgré la disparition de la molécule. Il faut bien imaginer que Jacques Benveniste était directeur de recherche à l'INSERM. Donc, quelqu'un de très reconnu, à la base en tout cas, vraiment reconnu en termes scientifiques, d'accord, de science. C'est pas du tout un ésotérique, c'est pas du tout quelqu'un de barré, et il a cru jusqu'au bout à sa théorie. À tel point que même il a publié un article dans la revue Nature, et cette revue, si tu la connais pas, c'est la revue la plus célèbre en publication scientifique, et donc en 1980 quelque chose, je crois que c'est 88, c'est à vérifier, il a publié cet article qui, du coup, a vraiment bousculé les paradigmes de l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, une énorme donc polémique par rapport à ces trouvailles ou à cette publication, et donc ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'inédit. C'est la revue Nature, une fois qu'elle a publié cet article, a envoyé son équipe, une équipe, vérifier dans les laboratoires de Jacques Benveniste
à vérifier dans ses laboratoires, dans son laboratoire, si cette théorie était juste. Et ça n'a jamais été fait avant, et ça n'a jamais été fait après. C'est quelque chose de tout nouveau. C'est vraiment, c'est exceptionnel, c'est inédit, qu'une revue scientifique, qui ne fait normalement que publier un article, aille tester une expérience scientifique dans le laboratoire. Et c'est non seulement inédit, mais la revue Nature a fait quelque chose de particulier. C'est qu'en fait, elle a pris un angle particulier puisqu'elle y est allée parmi son équipe, ce qui est déjà inédit, à vérifier, à tester, à remettre en cause donc un article que cette revue a publié, est partie dans ce laboratoire de Jacques Benveniste avec un monsieur qui s'appelait James Randi. Alors James Randi, c'est qui? Eh bien, à la base, c'est un illusionniste. C'est un illusionniste qui, en fait, démonte, il est connu pour débusquer les fraudes, voilà, les fraudes ésotériques, les pseudosciences, donc les faux, je ne sais pas, magnétiseurs, les faux radiesthésistes, les faux, tout ce qu'on veut, qui ont des trucs de passe-passe, etc. Tu pourras voir hein, ces différentes vidéos. Et justement, dans ce qu'il faisait sur scène, parce qu'il faisait des espèces de spectacles comme ça pour démonter les fraudes ésotériques, il avait pris une capsule entière, une dose entière d'homéopathie pour aider à dormir. Et il disait, bah, regardez, je dors pas, donc c'est bidon. Voilà, j'ai pris toute mon homéopathie et donc je dors pas et donc c'est bidon. Pourquoi l'homéopathie est un sujet aussi sensible à ce niveau-là? C'est que, eh bien, le laboratoire de Jacques Benveniste était en grande partie financé par les laboratoires homéopathiques. Et donc ce financement ben, disait que c'était biaisé, que puisqu'il était financé par les laboratoires d'homéopathie, que Jacques Benveniste, eh ben, du coup, il avait trafiqué un peu ses résultats. Or, Jacques Benveniste était très honnête dans sa démarche, puisqu'il accueillait même un groupe de personnes plus ou moins scientifiques, et pas que scientifiques, un illusionniste donc, pour remettre éventuellement en cause son hypothèse, sa théorie. Donc c'est qu'il croyait fermement, il a mis quand même en péril son carrière, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, sa carrière est vraiment, c'est terminé après cette histoire, et il s'est défendu le plus longtemps qu'il a pu, et il a fini vraiment dans l'ombre, complètement renié par ses pairs scientifiques. Et oui, pourquoi? Parce que la revue Nature, finalement, a publié par la suite, comme si c'était une contre-enquête, voilà, des éléments pour dire que les recherches de Jacques Benveniste, en fait, ne reposaient sur rien, qu'il y avait plein de problèmes dans sa démarche scientifique, et que donc on ne pouvait pas reproduire sa démarche, et donc que ça ne valait rien. En plus de tout ça, bah, Jacques Benveniste, en plus, a été directeur de publication chez Albin Michel sur une ligne vraiment entre science et ésotérisme, et donc comme quoi il cherchait vraiment à comprendre justement cette zone-là, cette zone particulière. Ça s'appelait Aux marges de la science chez Albin Michel, et c'est une collection qui touchait à beaucoup de choses, y compris ben, des publications sur, par exemple, les ovnis, etc. Et donc là, du coup, ben, ça a fini d'enfoncer le clou sur Jacques Benveniste, et puis il a été complètement donc, ignoré par la suite par le public scientifique. Alors Jacques Benveniste, qu'est-ce qu'il devient après? Son laboratoire est fermé dans les années 90, il continue à travailler sur son hypothèse tout seul dans son coin, dans l'ombre, jusqu'au début des années 2000, et puis il est vraiment rejeté. Non seulement Jacques Benveniste est rejeté, mais en plus il est moqué, mais à tel point qu'il reçoit un prix Nobel parodique pour les idées les plus farfelues de l'année, et donc c'est assez triste, mais sauf que cette fois-ci, plus tard, il est soutenu. Il est soutenu par cette fois-ci, non pas un prix Nobel parodique, mais un vrai, véritable prix Nobel. Juste avant de te parler du prix Nobel de médecine quand même, qui est un scientifique qui a soutenu Jacques Benveniste par la suite, je fais une petite parenthèse sur un japonais, et quand on parle de mémoire de l'eau, on est obligé de parler de Masaru Emoto,
Alors, qui n'est pas scientifique, c'est pour ça que j'en parle un petit peu, parce qu'on est obligé d'en parler, parce que dès qu'on parle de mémoire de l'eau, on parle de lui, mais ce n'est pas un scientifique. À la base, c'est un homme d'affaires, c'est un auteur, mais ce n'est pas un auteur, puisqu'il a écrit des bouquins sur la mémoire de l'eau, mais il a fait des expérimentations que tu as dû entendre, dont tu as dû entendre parler, euh, et d'ailleurs, dans ma vidéo sur énergiser l'eau, j'utilise cette technique, où on va mettre un mot, par exemple, amour, hein, sur une bouteille, euh, joie, bonheur, et puis l'énergie des mots vont énergiser l'eau. Et puis, il y a la fameuse expérience du riz, où on va mettre 2 bols de riz, un riz où on va dire des choses sympas, ou écrire des choses sympas, et puis un autre bocal de riz où on va là balancer des choses méchantes, et puis on va écrire des choses horribles comme haine, voilà, je te déteste, ou des choses comme ça. Et apparemment, quand on fait l'expérience, d'un côté, le riz se porte bien, et de l'autre côté, le riz pourrit et se porte mal. Il y a même une vidéo, je crois, d'une pub Ikea qui fait ça avec des plantes. Il y a plusieurs façons de le faire. A priori, ça marche, mais je vais revenir sur le côté scientifique. Ce qui est intéressant avec Masaru Emoto, c'est qu'il a fait des expériences avec, très connues, hein, sur des cristaux d'eau qui sont congelés. Donc, du coup, on voit plus la marque des vibrations positives ou négatives qu'on envoie sur ces cristaux d'eau. Et puis, selon la musique qu'on va mettre, etc., et comment ça agit sur les molécules d'eau. Alors, naturellement, Masaru Emoto, il n'est pas reconnu par la science, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'est pas scientifique. Donc de toute façon, lui, il ne fait même pas partie de la polémique. N'importe quel scientifique va te dire que de toute façon, il n'a pas de protocole sérieux, que c'est pas rigoureux, que de toute façon, c'est juste un peu du délire, du fantasme, plus ou moins spirituel, ésotérique, ce qu'on veut. Et donc, lui, c'est pour ça que j'en parle très rapidement dans cette vidéo. Il n'est pas scientifique, on laisse de côté. Ces bouquins sont intéressants, c'est à voir, et les expériences aussi à faire, à reproduire. Vas-y, reproduis ces expériences. C'est assez marquant, c'est assez intéressant. Mais par contre, là, ça sort complètement de la partie les scientifiques qui s'intéressent à ça, puisqu'il n'est pas scientifique. Alors, parlons justement de scientifiques, et cette fois-ci, d'un scientifique renommé, réputé, reconnu par un prix Nobel de médecine. Alors souvent on entend, il y a prix Nobel de médecine, prix Nobel de littérature, prix Nobel de la paix, mais c'est quoi un prix Nobel? Mais un prix Nobel, c'est énorme en fait. C'est une reconnaissance internationale de personnes qui font des travaux extraordinaires. Et en plus, je veux dire, derrière le prix Nobel, il y a de l'argent, je crois que c'est 1 million de dollars, ou je ne sais plus, mais c'est conséquent. Alors, Luc Montagnier donc, a reçu ce prix Nobel de médecine en 2008. Et pas pour n'importe quoi, c'est pour la découverte du virus VIH, donc du sida, mais du séquençage du virus VIH. C'est le premier à l'avoir séquencé, donc à séquencer les structures moléculaires du VIH. Luc Montagnier est absolument passionnant parce que, justement, il fait partie, et ça c'est irréfutable, il fait partie de ces scientifiques qui, comme Jacques Benveniste, est parti sur cette zone trouble, voilà, où l'énergétique, donc ce que j'appelle l'énergétique, hein, les pratiques énergétiques que je fais, le magnétisme, etc., la sonothérapie, les bols tibétains, les minéraux, la lithothérapie, ce monde-là croise soudainement le monde scientifique, non pas de leur fait, non pas de notre fait, mais c'est les scientifiques qui viennent vers nous, hein, et qui se disent, tiens, finalement, il y a plus que ce qu'on imagine en termes de théorie scientifique. Il y a un autre monde qui est à découvrir, qui est à rechercher. Luc Montagnier reçoit son prix Nobel en 2008 et 2 ans plus tard, il annonce dans la revue Science, qui est encore une revue scientifique très importante, qu'il accepte de se charger d'un laboratoire en Chine, parce que les Chinois vont beaucoup le financer, pour travailler sur les signaux électromagnétiques qui agissent sur l'ADN. Alors, et du coup, il va supporter l'idée de la mémoire de l'eau. Luc Montagnier, en pleine pandémie, par exemple, a été interviewé par des journalistes sur un plateau télé, que je ne peux pas d'ailleurs présenter pour des questions de droit d'auteur, qui, tu dois certainement trouver ça en tapant sur YouTube, qui justement, en pleine pandémie,
voilà, lui parlait du Covid, et lui a commencé à parler de soigner les gens avec les fréquences, avec les ondes, et qui soutenait la théorie de la mémoire de l'eau, ok? Mais là, les journalistes disent, mais de quoi il nous parle? De quoi il nous parle? Mais comment osez-vous parler comme ça? Comment osez-vous dire des choses comme ça, qui sont quand même en dehors un peu du monde scientifique actuel, qui est pas très... Voilà, ça se ressemble à des choses plus ésotériques, soigner avec les fréquences, les ondes, euh, et on imagine que ça peut remettre en cause. Et là, il dit, bah, moi, je suis prix Nobel, donc j'ai été reconnu, je suis reconnu, et puis il ne le dit pas comme ça, mais on m'a donné de l'argent et donc maintenant on ne peut plus me toucher, grosso modo. Et à mon âge, on ne peut plus me toucher. Voilà, il se sent libre du carcan scientifique. Alors naturellement, tu vas trouver, comme pour Jacques Benveniste, des articles, des vidéos qui vont dire que Luc Montagnier est devenu fou à la fin de sa vie, qu'il était au sommet et qu'il a dégringolé. Vraiment, je crois le même mot, c'est il est tombé en enfer, ou voilà, c'est la fin pour lui, parce que c'est la déchéance, voilà, parce que il a soutenu des hypothèses, des théories qui ressemblent à des choses dont on parle dans notre domaine, c'est-à-dire du domaine énergétique. Alors, ce qui est amusant, c'est que quelqu'un d'aussi rigoureux, quand on a un prix Nobel de médecine ou de sciences, c'est qu'on a une sacrée rigueur pour arriver à ce niveau-là. Il y a très peu d'élus quand même. Et que soudainement, on va lui dire que sur ces nouvelles recherches, financées par exemple par les Chinois en plus, alors les Chinois parfois ont des images comme ça de laboratoires qui cachent les choses, etc. Sauf que quand on va en Chine, on voit comment ils sont avancés technologiquement. Bref, donc il est remis en cause, soudainement, il n'a plus de rigueur. Soudainement, c'est un scientifique qui n'est plus reconnu, qui n'a plus d'esprit scientifique, soudainement, bah, comme si il délirait, comme si on appellerait ça en médecine, soudainement un médecin devient charlatan, et soudainement bah, un scientifique devient complètement délirant, il devient fou, ou alors il perd ses repères de scientifique, alors qu'il est toujours, c'est toujours un scientifique, il a toujours autant de rigueur, et il travaille toujours de la même manière. On voit bien à quel point on est vraiment dans cette limite entre énergétique et science. Je t'ai fait donc une vidéo là-dessus, sur ces deux mondes qui ne se comprennent pas du tout. On n'a pas la même vision de l'énergie. C'est pas la peine aux énergéticiens de se jouer aux scientifiques, de dire c'est prouvé scientifiquement. C'est pas près de l'être. Hein. On voit bien ce qui s'est passé avec Jacques Benveniste ou Luc Montagnier. Hein. On va, on bloque les choses tout de suite. On ne veut pas regarder plus loin. Peut-être qu'un jour on le fera, et j'espère. Mais finalement, ça nous appelle à des vraies questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'énergie? Qu'est-ce que l'information? Comment la matière et la conscience interagissent-elles? Naturellement, si on parle de mémoire de l'eau, il faut parler d'homéopathie. Ça fait partie de la polémique. Et l'homéopathie est vraiment... Alors, existait avant les recherches de Jacques Benveniste, depuis bien longtemps, mais là, quand ils ont vu qu'un chercheur scientifique reconnu, directeur de l'INSERM, qui publiait déjà des articles scientifiques, ils se sont dit, bah, à partir du moment où quelqu'un s'intéresse à ça, enfin un scientifique s'intéresse à ça, on va l'aider, on va le financer, parce que nous, ça nous intéresse de se comprendre, parce que nous, on voit que ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc, comprendre pourquoi ça marche. L'homéopathie, je trouve que c'est un bon exemple. Alors, évidemment, c'est une polémique, ça le restera longtemps, le débat d'ailleurs reste controversé, mais c'est toujours vendu quand même en pharmacie, c'est quand même dans le milieu médical, et donc il y a un débat dans le milieu médical, dans le milieu scientifique, qui n'est pas prêt de se terminer, parce que justement, on arrête les recherches, on a arrêté les recherches, on n'est pas allé plus loin, et que l'homéopathie dit quoi? Bah, tout simplement, depuis très longtemps, bien avant les travaux donc, de Jacques Benveniste, et du coup le soutien de Luc Montagnier, c'est que bah, malgré qu'on dilue les molécules de plus en plus finement et que les molécules même disparaissent, il reste une mémoire, il reste une action, une capacité active, une capacité à agir sur le corps physiologique, sur le corps biologique. Et tout ça fait que la mémoire de l'eau cristallise ces sujets qui sont absolument fascinants, qui sont croisements entre science, intuition et énergétique.
Ici, nous sommes au cœur de notre sujet. La rencontre entre deux mondes qu'on oppose souvent, mais souvent à tort. D'un côté, on a l'énergétique, dont je fais partie, dont on parle de flux, on parle de vibration, de taux vibratoire, il faudra que je revienne dessus d'ailleurs, parce qu'on me pose des questions là-dessus, d'intention, de ressenti. Et puis de l'autre, la science classique qui cherche à mesurer, qui cherche à voir les répétitions, ce qui se reproduit, donc les effets reproductibles. Alors ces deux mondes ne sont pas ennemis, c'est juste qu'ils ne se parlent pas, ou rarement, comme on a vu, ils s'observent un peu, et puis ils essayent de, finalement, ces deux mondes, où on va regarder la réalité, la même réalité, mais de façon différente. Et parfois, quand la science accepte d'examiner notre monde, c'est pas nous qui allons examiner la science. Alors, on peut s'y intéresser en se disant, tiens, je peux choper telle ou telle information parce que ça correspond à mon vécu d'énergéticien, comme par exemple la fameuse mécanique quantique, voilà. Mais il faut être très prudent parce que quand on va chercher dans la science, on ne comprend pas tout. Et c'est un langage tellement particulier, et puis c'est des années d'études. Souvent, on se trompe parce qu'on ne maîtrise pas, comme les scientifiques, on ne maîtrise pas. Déjà, eux, ils ont du mal à maîtriser leur propre domaine. Nous, ce n'est pas à nous, énergéticiens, qu'on va maîtriser le domaine scientifique. Par contre, quand les scientifiques s'intéressent à nous, les énergéticiens s'intéressent à ce qu'on fait, soudainement, là, il y a des ponts qui se créent. Quand Luc Montagnier soutient la théorie de la mémoire de l'eau, là, il y a des ponts. Quand il y a des vraies recherches en laboratoire, là, il y a des ponts qui sont intéressants entre notre monde et le monde de la science. Ici, je parle de la mémoire de l'eau parce qu'elle cristallise bien ces rapports entre énergétique et science, mais je pourrais te parler aussi de magnétisme, et je ferai certainement une vidéo là-dessus, sur l'énergie qui sort de nos mains, et peut-être de notre corps dans notre ensemble, notre corps physique, et du coup énergétique, avec quelqu'un par exemple dont je parlerai, qui est Arnaud Richard de Chicourt, qui a fait des études absolument extraordinaires du côté scientifique justement sur l'implication réelle sur le corps physique de l'énergie de nos mains. Alors revenons cette fois-ci à l'énergétique, on va plus parler de science, mais parler de vraiment l'utilisation de l'eau en énergétique. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais le bol tibétain, on met l'eau dedans et puis on l'énergise en faisant vibrer le bol et ensuite on boit l'eau. C'est une pratique assez courante. Mais beaucoup plus anciennement, l'eau a toujours été utilisée dans les rituels. Évidemment, le baptême est peut-être un des rituels les plus anciens, mais qui reprend certainement des rituels encore plus anciens, qui donc purifie la personne, mais aussi la fait passer d'un état à un autre. Donc, par exemple, être dans la communauté religieuse, croyance, ou sous la protection de telle divinité. Évidemment, là, on pense à Jésus-Christ, puisque c'est le baptême chrétien auquel on peut penser, mais le rituel avec l'eau est très ancien et utilisé depuis très longtemps dans plein de rituels différents, dans plein de religions différentes. Vous pouvez penser, par exemple, aux musulmans qui se nettoient, évidemment, avant d'aller faire la prière. L'eau en magnétisme est utilisée, on l'énergise, comme dans ma vidéo. Elle capte, apaise, on parle d'eau magnétisée, ça fait partie aussi des pratiques en magnétisme. Et en lithothérapie, l'eau aussi sert à dynamiser, à diffuser l'énergie des minéraux. Tu vois ça, par exemple, dans ma vidéo sur énergiser l'eau. Alors pourquoi l'eau c'est si important? Parce que c'est un fluide conducteur. Alors on dit qu'on est fait de 70, 80, 90% d'eau. C'est pas faux, c'est juste plutôt nos tissus, nos muscles, tout notre corps, notre squelette est fait en partie d'eau. On n'est pas comme une bouteille remplie d'eau, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça, c'est que l'eau fait partie de notre constitution, comme la sève d'un arbre, comme un animal, comme une plante. Donc, l'hypothèse, parce que ça reste une hypothèse, mais ça correspond à notre vécu, l'eau a une capacité pour nous, énergéticiens, d'information. Voilà. Ça résonne naturellement avec nos pratiques énergétiques, où l'eau est perçue comme un relais, une intention, une matière vivante. Dans toutes les cultures traditionnelles,
l'eau a toujours été très importante. Si on prend par exemple le Gange, si vous êtes allé à Bénarès par exemple, où on brûle les morts, mais il y a évidemment d'autres endroits très très spirituels, très cultuels en Inde. Le Gange, on y rentre, on se nettoie et on ressort et on est purifié. Alors on sait bien que le Gange est hyper pollué, etc. Mais c'est vraiment le côté traditionnel, ou surtout même inconscient collectif, dirait Carl Gustav Jung, inconscient collectif ésotérique ou spirituel. Dans notre civilisation occidentale, toutes les pratiques énergétiques ont d'abord été prises par l'Église, voilà, phagocytées par l'Église, je dirais presque spoliées, mais bon, voilà. Et donc, on retrouve, là, ça ne pose pas de problème aux scientifiques d'ailleurs, ça ne pose pas de problème. Voilà, bah, c'est la religion, on utilise l'eau. Mais quand soudainement un scientifique s'y intéresse, alors là, soudainement, c'est plus possible, on va laisser ça de côté. Alors que l'eau, en termes de ritualisation, fait partie de notre quotidien. Même si ce n'est pas dit comme ça, lorsqu'on vit un rituel ésotérique, un rituel énergétique, un rituel voire religieux avec l'eau, comme le baptême par exemple, eh bien qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on croit? On croit que dans l'eau, il y a du divin. Il y a, du coup, c'est une autre façon de le dire, une information divine qui est intégrée, incluse dans les molécules d'eau. Et c'est là que des chercheurs comme Luc Montagnier, prix Nobel de médecine quand même, je le rappelle, qui a avancé que l'ADN peut transmettre, je lis mon texte pour être sûr de ne pas dire de bêtises, transmettre un signal électromagnétique à l'eau. Et l'électromagnétique, chez nous, et je parlais du magnétisme tout à l'heure, et l'énergie qu'on sort des mains, finalement, c'est l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, c'est quoi? Eh bien, c'est de la chaleur, c'est du magnétisme, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité. Mais c'est de l'énergie. Et donc, Luc Montagnier est allé plus loin, puisque pour lui, l'information biologique pourrait voyager autrement que par la matière, une idée qui rappelle fortement l'intuition énergétique. Vraiment, ça ressemble à l'intuition. La matière, finalement, n'est qu'une forme de l'information. Et donc, de l'autre côté du monde scientifique, en face, mais en complémentarité, hein, quelqu'un comme Masaru Emoto, donc, qu'est-ce qu'il dit? Finalement, qu'il y a un impact de la pensée, des mots ou de la musique sur la structure cristalline de l'eau. Donc, selon lui, l'eau réagirait selon l'intention humaine, qui forme ainsi, selon les bonnes intentions, de plus belles structures lorsqu'elle est exposée à des mots positifs, des mots de gratitude. Ces travaux, d'un côté scientifique, d'un côté, on va dire, philosophique, ésotérique, énergétique, finalement sont différents, on est d'accord, mais ils convergent finalement sur un point. Ce point, c'est la possibilité que l'eau soit un support d'information bien plus subtil que ce que l'on croit. Alors évidemment, par rapport à ça, il y a des résistances qui ne sont pas prêtes de se lever, mais c'est pas grave, on avance quand même un petit peu. La science, les scientifiques demandent toujours qu'il y ait des protocoles rigoureux, qu'il y ait des résultats reproductibles, mais à partir du moment où ça a été mis de côté avec d'une part Jacques Béveniste et puis de l'autre côté Luc Montagnier, il n'y a plus de financement, donc s'il n'y a plus de financement, il n'y a plus de recherche. Et donc tous les supports, toutes les réflexions autour de la mémoire de l'eau sont maintenant catégorisées dans la pseudoscience, et je suis persuadé que cette même vidéo sera classée ainsi. Et pour mes détracteurs, je ne joue pas aux scientifiques, je parle en tant qu'énergéticien, et ce lien, un peu parfois, cette rencontre de la science et de l'énergétique, et souvent, on n'y est pour rien, hein, c'est les scientifiques qui viennent nous voir et qui viennent voir un peu comment on fonctionne. Et naturellement, dans cette histoire, les extrêmes se guettent. Alors d'un côté, on a le tout propre, où seule la science instrumentale serait légitime, et puis de l'autre côté, le tout magique, où on accepte n'importe quelle idée, mais sans rigueur. Et entre les deux, il existe pourtant un terrain vraiment que je trouve fertile. Un espace absolument passionnant, celui où on explore, où l'on questionne, où l'on
relie ce qu'on ressent à ce que l'on cherche à comprendre. Alors, ce que je te propose, c'est considère cela comme finalement un champ d'exploration. Ouvre ton esprit, explore, découvre. Et donc ce champ a certaines règles, ce champ d'exploration. C'est ni croire avec un aveuglement total, ni rejeter d'office. Je t'invite à ce qu'on observe. Observons. Est-ce que j'ai moi-même observé quelque chose? Est-ce que je peux laisser de la place à l'expérience tout en restant vigilant? Et surtout, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça m'aide dans mon travail énergétique, dans ma pratique? Et au bout du compte, peut-être que ça m'aide aussi pour l'eau à comprendre comment fonctionne ma relation énergétique avec l'eau et du coup ma relation énergétique avec l'univers qui m'entoure. Du coup, je t'invite à explorer l'eau. Voilà, à explorer ta relation avec l'eau. Quand tu bois un verre d'eau, fais un peu comme les moines tibétains, c'est-à-dire ferme les yeux et la gorgée, ressens-la. Ressens chaque molécule. Ce que je viens de faire, j'ai vu un moine tibétain le faire, un Français. Hein. Un moine tibétain, je ne suis pas parti au Tibet ou quoi que ce soit, j'ai vu un moine tibétain en France, un Français, le faire. De ressentir, d'être là, cette relation avec l'eau. Déjà, tu peux explorer ça. Tu peux aussi, grâce à mes vidéos sur comment magnétiser, énergiser l'eau, tu peux la regarder et puis faire les différentes pratiques. Et puis, fermer les yeux régulièrement, ça aide à se lâcher un peu l'esprit, à observer ta relation avec l'eau. Vas-y, expérimente, ressens, observe. Laisse venir un retour de ton expérience. Ton expérience est tienne. Voilà. Ton expérience est unique. Alors du coup, il faut être aussi humble. C'est-à-dire que ce qui marche pour toi ne marche pas peut-être par tout le monde, pour tout le monde, et n'est pas spécialement une loi cosmique. Mais par contre, si tu vois que tu n'es pas le seul à ressentir ce genre de choses, et que même ces ressentis se reproduisent à chaque fois qu'on vit une expérience similaire, alors peut-être qu'en effet, il y a des lois et des mécanismes qui se cachent derrière. Donc tu l'as compris, le sujet de la mémoire de l'eau est passionnant, cristallise ce lien entre cette rencontre inattendue entre science et énergétique, et puis c'est aussi, ça fait partie de notre exercice quotidien, notre relation quotidienne au cosmos, à l'énergie, à l'information qui nous entoure et comment on peut s'y connecter. Et n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu vis cette relation avec l'eau. Pour toi, si tu as senti cette eau comme un support dans ton travail énergétique. Et puis aussi, par rapport à l'intention que tu portes à l'eau, partage ton vécu en commentaire. Ce serait vraiment un plaisir de t'y retrouver et d'échanger avec toi. Et si ce sujet t'intéresse et que tu veux en voir d'autres, n'hésite pas évidemment à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, soit de pratique énergétique, soit un petit peu sur ces sujets autour de l'énergétique. À très vite et toujours dans la lumière. On y va.